Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux célébrer avec nous les 40 ans d'aventure et d'esprit d'aventure de Patrice Franceschi. Nous sommes tous très heureux d'être ici avec Patrice. Merci à Isabelle Bourdet, les presseuses, merci à Bernard, qui est l'ami de toujours de Patrice, d'avoir bien voulu animer cette petite soirée. Alors Patrice, c'est un de nos grands aventuriers, on a la chance de l'avoir en chair et en os. Il arrive d'un mois d'un des pays les plus reculés du monde, il va nous en parler, la Vanuatu, l'ancienne Nouvelle-Zébride. On est heureux de fêter ses 40 ans et ça tombe presque au jour près, puisque c'était en janvier 1974, la toute première aventure de Patrice qu'il va nous raconter tout à l'heure. Alors moi je suis en éditeur depuis seulement 23 ans, donc je ne suis qu'un bébé à côté de tous ceux d'entre vous qui le connaissent depuis plus que ça. Juste un petit souvenir, j'ai créé les éditions de l'Archipel en 1991 et tout de suite Patrice est venu m'apporter un manuscrit. C'est un de nos beaux souvenirs d'édition en commun. C'était l'époque où on parlait beaucoup de la Roumanie et il nous avait raconté l'aventure de Paona, une petite orpheline roumaine. Et voilà, 23 ans plus tard, il y a quelques mois, Patrice m'appelle en me disant voilà, j'aimerais que pour mes 40 ans d'aventure sortent 4 de mes récits d'expédition qui remontent aux années 70, 80, que plus personne ne trouve et que tout le monde veut avoir entre les mains. Et entre-temps, on avait créé un label poche, donc Archipoche, et on a dit avec Patrice, pour ces 40 ans d'aventure, on va faire un cadeau à tous ceux qui suivent Patrice depuis des années. On va faire ce qu'on appelle un collector, c'est-à-dire on va faire un étui avec 4 volumes, et cet étui va être tiré une fois pour toutes, jamais réimprimé. Il y a 1000 exemplaires qui sont numérotés, et tous ceux qui ont envie de partager les frissons, les choses extraordinaires qu'a vécu Patrice dans ces années-là, eh bien, tout le monde va pouvoir retrouver ses aventures dans cet étui. Donc merci à tous et je passe la parole à Bernard qui va peut-être représenter Patrice, si c'est la peine, c'est inutile. Merci à tous, très bonne soirée. Bien, merci beaucoup Jean-Daniel. Oui, on est très heureux en effet de la parution de ces 4 volumes. Il y en a un que j'ai lu, qui était sur le Congo, que j'ai lu dans un avion lors d'un voyage au Brésil. Et les autres, je ne les ai pas lus, donc je suis ravi de pouvoir les découvrir. C'était l'objectif. Tu me les as envoyés, mais je suis parti au Brésil entre-temps et je n'ai pas pu tous les lire. J'en suis vraiment navré. Alors, il y en a un qui traite de cette aventure au Congo, au cours de laquelle tu as failli perdre la vie, parce que tu t'es perdu, d'ailleurs. Un autre sur l'Amazonie, un autre qui est cette descente du Nil, extraordinaire. J'ai vu que récemment, le Figaro a fait une dernière page sur un aventurier anglo-saxon qui prétendait le faire pour la première fois. J'ai failli écrire au Figaro, ce que je n'ai jamais fait pour la première fois de ma vie, pour leur dire écoutez, il y a mon ami Patrice qui est passé devant. Comme quoi on croit à inventer des choses et en fait tu es souvent passé devant. Et puis un dernier ouvrage sur la Nouvelle-Guinée où tu t'es rendu dans les années 90, je crois. Voilà, avec Christophe de Ponfilly. Ça c'était un petit peu avant. C'était un peu avant. Précédent. Ouais. D'accord, c'était avant. Voilà, donc un magnifique cadeau de Noël, un coffret de 4 ouvrages, 29 € et quelques, donc tout à fait accessible à toutes les bourses, et un très joli cadeau. Moi je suis resté sur Avant la dernière ligne droite, qui est un très beau livre, qui est paru chez Artaud, qui est un livre très personnel dans lequel tu racontes ta vie, tu racontes tes expériences de voyage et ta philosophie aussi de la vie à travers ces voyages et ces rencontres assez extraordinaires. Enfin, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Et ce que je trouve formidable dans cette initiative, et ça a toujours été d'ailleurs quelque chose qui t'a animé, et y compris quand il y avait 35 ou 40 ans et qu'on s'est connus, c'est la transmission, l'envie de faire partager. Et je dis souvent que la transmission, ça s'apprend, et c'est un réflexe, et ça tient à la générosité, à la bienveillance. Il ne faut pas se préoccuper de transmettre après 60 ou 70 ans, il faut commencer à transmettre à partir de 35-40 ans, parce que sinon c'est un muscle qu'on n'a jamais exercé. Il y a plein de gens, plein d'aventuriers qui terminent leur vie en se regardant le nombril, tout à fait malheureux, parce qu'ils n'ont pas su transmettre et partager. Et donc ce coffret, je pense, est quelque chose de formidable à offrir à des enfants, ne serait-ce qu'à cause de ça. On en parlait tout à l'heure au cours En buvant un verre. Mais c'est vrai que tu disais que tu as eu la chance, peut-être, nous avons eu la chance, même si je suis un tout petit peu plus jeune, mais à peine, nous avons eu la chance d'être dans un monde, d'avoir fait partie d'une génération des années 70 où on pensait qu'on allait vers à la fois l'unicité du monde et même
c'est un espoir qu'on a eu même jusqu'à la fin des années 80, 90, au moment de la première guerre d'Irak, c'est-à-dire que la démocratie allait gagner le monde, que les droits de l'homme, on allait convaincre tous les peuples des bienfaits des droits de l'homme et de l'unicité de cette notion de droits de l'homme et de la dignité humaine. Et en fait, aujourd'hui, dans un monde morcelé, où on peut voyager plus facilement, mais où finalement les gens restent cloîtrés et ont peur de tenter l'expérience et de partir à l'autre bout du monde. Et une expérience que j'ai faite un jour sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar, où j'ai visité le cimetière des pirates et juste en dessous ou au-dessus, le cimetière des jésuites et des missionnaires. C'est vrai que quand on va dans ces... Enfin, tu l'as vécu plus que moi, mais on rencontre, aujourd'hui encore d'ailleurs, des hommes de foi qui vivent dans la jungle, dans la savane. Enfin, je reviens du Brésil, où il y a les gens de la commission pastorale de la terre qui risquent encore leur vie et qui vivent au contact des populations et qui sont des Américains, qui sont des Néo-Zélandais, qui sont des Français, qui sont des Italiens, qui vivent là depuis 30-40 ans et qui se préoccupent d'améliorer le sort des autres parce qu'ils vivent leur idéal et c'est aussi un idéal d'aventure. Bon, je vais m'arrêter parce que je suis peut-être un peu trop bavard. Et voilà, je vais te laisser la parole avant de la donner évidemment à la salle. Alors, bon, peut-être quelques mots sur ce coffret. Alors, oui, non, on ne marche pas, c'est pas grave. Merci. C'est moi qui vais couper le micro. Ce qui est important déjà, c'est que Jean-Daniel l'a rappelé tout à l'heure. Ce qui m'intéresse davantage que l'aventure, c'est l'esprit d'aventure. Chose qu'on a pas mal théorisée avec Gérard Chaliand dans plusieurs livres, là, qui est assis devant moi. Et simplement parce que ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que si je fais sur ces 40 ans, avec ces premiers récits, non pas un bilan, j'aime pas trop le mot, mais un point, sur ce qui a pu se passer dans ce domaine de l'esprit d'aventure et dans le monde entier, comme tu l'as dit, eh bien je trouve qu'on a perdu cette jubilation biologique de l'âge qu'on avait à 20 ans, dans cette époque des années 70, et qui faisait que la prise de risque, le lointain, l'ailleurs, avait quelque chose de joyeux. Et qu'aujourd'hui, dans la morosité ambiante, dans la crise morale, financière, technique, économique, tout ce que vous voulez dans laquelle on est, dans laquelle on s'installe, qu'elle soit vraie ou pas, tout ça est un peu perdu. Et ce qui m'a intéressé, quand il y a quelques mois, je me disais, putain, bientôt ça fait 40 ans que je suis parti, etc., c'était d'une part effectivement que ces 4 premiers titres étaient épuisés, même en poche, et qu'on ne les trouvait pas, mais surtout, et tu l'as dit, la volonté de continuer à transmettre. Et que la réédition de ces 4 livres est toujours en poche quand même pour les rendre accessibles, et sous forme de coffret tel qu'on a décidé, pour fêter ces 40 ans d'esprit d'aventure. C'était un moyen à la fois de continuer à transmettre, et ça me paraît de plus en plus fondamental au fur et à mesure du temps qui passe et qui s'amenuise, mais également de pouvoir réinscrire ces 4 titres avec des avant-propos nouveaux dans la perspective de ce que je viens de dire. Par exemple, de s'apercevoir que a posteriori, on s'aperçoit, mais il faut du temps pour ça, il faut un itinéraire, il faut 30 ou 40 ans, on s'aperçoit que le voyage d'aventure, eh bien, a posteriori, il peut servir à établir dans le domaine, j'allais dire, pratiquement de la géostratégie, des bilans, par exemple, les 4 lieux géographiques dans lesquels se déroulent ces 4 livres, aujourd'hui on ne pourrait plus le refaire. Le Nil, je parlais de quelques années, du Burundi jusqu'à Alexandrie, il est dans un état du fait des guerres, du fait de la criminalité organisée, etc., qui fait qu'on ne peut plus partir seul depuis la source du Nil au Burundi et pendant 8 mois marcher, naviguer, traverser le désert à chameau sans problème. C'est fini. Le Congo, c'est pareil. Les zones d'Amazonie où j'étais, maintenant, il y a les narcotrafiquants, il y a les FARC, etc. Et que c'est intéressant de le dire, parce que le monde, il évolue comme ça, et que le voyage d'aventure, il s'est trouvé aussi une autre fonction, celle de comparer, si on prend le temps de le faire sur longtemps. Et puis aussi, il y a quelque chose qui me fascine, la beauté du monde, par exemple. Entre le moment où j'ai fait ça et le moment d'aujourd'hui, le nombre d'habitants sur la planète, il a doublé. Il y a une expansion économique incroyable. Les villes ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient il y a 40 ans. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans l'Arctique, partout ailleurs, même dans les steppes de Mongolie, bien, vous avez l'industrie, avec toutes les laideurs qu'elle porte, qui s'est installée. Et quand je me remémore les beautés que j'ai pu voir sur le Nil,
Aujourd'hui, c'est terminé aussi. Donc le voyage d'aventure, il sert aussi à est-ce que le monde devient, dans le premier cas, est-ce qu'il gagne en civilisation ou pas, et dans le deuxième cas, est-ce qu'il gagne en beauté ou pas. Et finalement, le mauvais goût s'est beaucoup installé dans l'architecture du monde, notamment dans les villes, voilà, qui ne ressemble plus à rien. Donc le voyage d'aventure, c'était ça, ça me permettait aussi, dans ces avant-propos, de parler ou de parler également, quand j'avais 20 ans, en Amazonie, dans Terre Farouche, les temps morts, quelque chose qui nous est cher avec Chagnon, les temps morts des expéditions, inévitables, comme dans les guérillas et ailleurs, c'était pour moi, à l'époque, quelque chose de presque insupportable. Je n'aimais pas perdre mon temps. Donc les temps morts étaient des temps morts. Aujourd'hui, avec le temps, l'expérience, j'ai l'impression que les temps morts sont des temps extrêmement vivants, à peu près les seuls dans lesquels on peut se retrouver, parce qu'on est totalement débranché de l'aventure dans laquelle on est, du monde, etc. Et que ça permet de réévaluer la vie intérieure que l'aventure peut donner. Et c'est peut-être dans ces moments-là que l'aventure est la plus forte. Voilà. Et toutes ces évolutions me paraissaient intéressantes à donner dans ces avant-propos, tout en reproposant, évidemment, le côté, effectivement, jubilatoire, biologique de l'âge, et de l'âge que j'avais, et de l'âge qu'avait à l'époque cette planète qui n'était pas du tout la même que maintenant. Donc voilà, c'était ça. Et ça m'a plu de le faire. Même si dire 40 ans c'est un peu long, bon, c'est pas trop long non plus. Donc voilà l'objectif de la chose. Et tu parlais de le donner. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la transmission, c'est les jeunes. J'étais encore hier dans une école à Villepinte, dans le 9-3, qui m'avait demandé, qui travaillait sur mes textes, et qui m'avait demandé de venir parler aux élèves. Bon, on est le 9-3, tout ça. J'y suis allé. J'ai rencontré 2 classes qui avaient travaillé là-dessus, qui étaient tout à fait extraordinaires, et où j'ai bien senti que les discours positifs que peut transmettre et véhiculer l'esprit d'aventure sont quelque chose qui galvanise, là pour le coup c'était des adolescents, mais aussi la jeunesse. Ça me paraît important d'avoir un discours plus jubilatoire grâce à l'esprit d'aventure aujourd'hui, que le discours ambiant dans lequel les jeunes baignent, et notamment les adolescents. Et ce que j'adorais dans les questions que je posais à ces gamins qui avaient 12 ou 13 ans, dans le 9-3, c'était que non seulement ils avaient l'air très sérieux, qu'ils avaient bossé, et qu'en plus ils avaient des envies et des désirs de métier. À peu près les 3/4 savaient ce qu'ils voulaient faire dans la vie, depuis plombier jusqu'à médecin, et qu'ils étaient plutôt dans l'idée que ce ne serait pas possible, parce que c'est à peu près ce qu'on leur dit, et qu'ils avaient bien envie d'entendre un discours qui leur disait « mais si, c'est tout à fait possible, ça ne dépend vraiment que de vous, et n'écoutez pas trop les voix négatives qui sont dominantes. » Voilà. Donc le désir de continuer à transmettre, mais de cette manière positive, parce que je pense que rien n'est foutu, sauf si on se le dit, je pense que des récits d'aventure, de ce type-là, où il y a l'ailleurs, le lointain, la rencontre humaine, l'aventure elle-même, peuvent permettre de contrebalancer à modeste niveau. Mais chacun le fait, c'est très bien, et ça marchera, contrebalancer les effets négatifs du discours ambiant qui véhicule de l'angoisse et de la peur en permanence. Voilà. Mais 1, 2, 3, 1, 2. Non, je te le redonne. 1, 2, 3, c'est bon, ça y est. Ça marche. Mais je dirais que dans les années 70, quand j'ai commencé à voyager, il y avait la littérature, il y avait le cinéma d'aventure, il y avait des relais, notamment dans les médias, et aujourd'hui, tu parles d'esprit d'aventure, on a l'impression que cet esprit, il souffle où aujourd'hui cet esprit d'aventure, et quel est son meilleur relais finalement? Ben, ce que je constate, c'est que le discours... Parce que l'édition est en crise, Jean-Daniel Belfond pourra nous le dire plus facilement que tout autre. Le cinéma est en crise, ce sont les blockbusters américains qui fonctionnent, le reste ne marche pas. Il y a un petit bijou actuellement, c'est Sur les chemins de l'école, qui marche très bien, qui a dépassé le 1 million, qui est un documentaire signé Pascal Plisson, qui est assez extraordinaire. Et moi, je trouve que les défis de ce type de crise, moi, je les trouve exaltants. Je les trouve pas du tout déconcertants ou annihilants toute volonté d'avancer. Je ne veux pas dire qu'il y a des hommes faits pour les tempêtes et des hommes faits pour les temps calmes. Ce serait prétentieux, ce serait pas tout à fait juste d'ailleurs. Mais je pense que quand nous avons affaire à des défis, et là ce sont des défis sociaux, généraux, économiques, moi je trouve ça plutôt exaltant d'avoir à les surmonter que d'être dans un calme plat où tout va bien et où finalement les capacités humaines des uns et des autres, ou d'une société tout entière, n'ont pas à se développer. Et donc par conséquent, moi je trouve, et on va demander à mon éditeur qui est là, ou à d'autres, aux amis des Grands Bonniers qui sont là avec leurs problèmes, aux écrivains qui sont présents ici, aux journalistes qui sont présents ici, l'AFP et les autres,
soit devant les défis qui nous sont donnés, car on n'est plus seul à dominer le monde maintenant, il y a les autres. Bon, c'est comme ça. Soit ces défis, ils nous tétanisent et c'est fichu, clairement, malgré tous les atouts dont nous disposons, et nous en disposons énormément. Et moi, les jeunes d'hier me démontrent que la jeunesse, elle est parfaitement prête à se mobiliser s'il entend les bons discours. Ou bien, on se dit ça, c'est-à-dire que les défis, on va les prendre à bras-le-corps et on va s'en faire quelque chose. Et de toute façon, on va les dominer. Voilà. Et l'esprit d'aventure, il sert à ça. Et moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, dans le discours ambiant, il n'est plus là. Depuis que le principe de précaution est dans la Constitution, qu'est-ce que vous voulez? Ça a donné un retrait en arrière. J'appelle ça un contre-progrès. Alors que l'esprit d'aventure, il souffle en Chine, dans l'industrie, dans l'économie, il souffle en Inde, il souffle ailleurs, où les gens sont capables de faire des choses dont les générations précédentes étaient capables. Voilà. Donc, il suffit de remettre un peu les choses sur les rails. Et je pense que la littérature, la télévision, les écrivains, et tout un chacun a ce rôle à jouer, mais surtout pas dire il y a une crise, c'est foutu. Quels que soient les problèmes. Donc moi j'ai un discours, moi je trouve que les crises c'est intéressant parce que voilà, moi j'aurais bien aimé être en 1940, voilà, quand il y avait une sacrée crise en France, et ça m'aurait exalté de combattre cette crise plutôt que d'en être terrorisé, de me barrer aux États-Unis. Mais imaginons que tu aies 20 ans aujourd'hui, sachant que dans ta vie, tu as su concilier à la fois l'aventure et l'engagement, parce qu'il y a une dimension humanitaire dans ton parcours, très claire. Qu'est-ce que tu choisirais? Tu ferais quoi? Question personnelle, hein, tu réponds personnellement, sans langue de bois. Hein, si c'est pas mon genre, non. Si j'avais 20 ans, si j'avais 20 ans maintenant, je ferais exactement la même chose en me disant c'est plus dur que ce que c'était il y a 40 ans. Mais je ferais la même chose. Et je crois que je m'exalterai davantage encore des difficultés. Tu parlais tout à l'heure d'avant la dernière ligne droite, ces mémoires intermédiaires. C'était quand même compliqué, même il y a 40 ans, hein, quand tu avais 20 ans, que tu n'avais ni nom, ni fortune, ni contact, ni rien. Personne. Eh bien, il fallait manger de la vache enragée, il fallait serrer la ceinture au sens propre du terme, il fallait serrer les dents, et pendant des années, accepter ce qu'après j'ai trouvé exaltant, qui était de vivre sobrement et avec peu de besoins. Bon. Et donc aujourd'hui, ce serait la même chose, même en plus difficile, mais il faut faire avec. La vie, c'est faire avec ce qu'on a. Donc il suffit de décider qu'on peut s'exalter des défis et que ce n'est pas du tout quelque chose qui doit nous freiner. Et hier, quand je disais ça à des gamins de 12 ou 13 ans qui avaient la tête un peu baissée au départ parce qu'on leur disait l'inverse, 2 heures après, ils avaient la tête redressée en disant « Putain, ça, on a envie d'entendre ça ». Voilà, et je suis donc apte, et c'est pas la première fois que nous, avec la Boudeuse par exemple, tout ce qu'on fait pour les programmes jeunesse, c'est pas la première fois que je vois ça. Donc l'avenir, on va pas dire des conneries évidentes, évidemment l'avenir c'est la jeunesse. Cette jeunesse, elle va être ce qu'on va en faire, capable de relever ses défis ou pas capable, et elle le sera si on lui donne le bon discours. Êtes-vous capable, et vous devez l'être, non peut-être pas d'avoir le goût du risque, mais en tout cas la capacité au risque, continuer à aimer la liberté qui est en train de disparaître petit à petit, continuer à aimer la connaissance, être instruit pour être libre, et être capable du non-conformisme pour créer des routes nouvelles. Ça s'appelle l'esprit d'aventure, ça se déploie dans n'importe quel métier, et ça fait une autre société quand tout le monde le fait. Voilà. Et ce n'est qu'un discours qu'il suffit d'appliquer. Et la jeunesse est parfaitement capable de l'appliquer si on lui donne. Maintenant, si on lui dit, comme disaient les gamins, dans tous les métiers qu'on veut faire, on lui dit qu'il n'y a pas de débouché, que c'est compliqué, que c'est difficile, si on donne ce discours-là, c'est fichu, c'est clair. Et je pense que l'esprit d'aventure, je pense que la littérature, je pense que l'aventure elle-même, je pense que ce qu'offrait, ce que tu peux faire, ce que Chaillot peut faire, ce que Boyer peut faire en humanitaire, etc., si c'est fait comme ça va marcher très bien. Et ici, je note beaucoup de combattants. Moi, j'appelle ça l'humanisme combattant. Voilà. Vieille souche stoïcienne, tu sais, qui n'a peur de rien. Bon. Eh bien, si, de toute façon, il y a que des gens, tous ceux que je connais ici sont de cet ordre-là. Eh bien, il suffit qu'ils tiennent ce discours pour que les choses changent radicalement. Parce que tout est dans les têtes, tout est dans le mental. Car quand même, il faut rappeler que les atouts, pour revenir à la crise de la France, sont quand même considérables. Et notamment dans la matière grise de notre jeunesse. Ce qui ne va pas, c'est le discours et c'est la politique, et c'est les buts qu'on donne aux jeunesse. Moi, je suis, par exemple, un partisan extrêmement convaincu de l'Europe. Mais l'Europe fédérale, une véritable Europe, les États-Unis d'Europe, par exemple. Quand je vois le discours européen et ce qu'il fait sur l'Europe, eh bien évidemment que c'est foutu. Et si on fait comme ça ne va jamais marcher. L'Europe, si c'est pour ce verre-là, 47 normes précises pour le fabriquer avant que vous puissiez bouger, vous êtes noyé dans la bureaucratie, on connaît ça avec la Boudeuse, c'est pas ça l'Europe. Bon, donc on a toujours donné les mauvais discours. Sur cet exemple comme sur d'autres, comme sur la vie quotidienne.
Voilà. La vie, c'est pas ça. Et c'est pas ces discours-là, donc je suis extrêmement confiant si le discours change et si les politiques sont capables de donner des objectifs à cette jeunesse qui soient des objectifs exaltants. Voilà. Et pour l'instant, on ne les voit pas. Mais à chacun de faire en sorte qu'on les voit. Mais est-ce que le vrai drame est que finalement, enfin on parle beaucoup de valeurs aujourd'hui, le retour des valeurs, c'était démonétisé à une époque, on faisait l'office où on était regardé comme un vieux ringard quand on parlait de valeurs et d'engagement. Une des valeurs, c'est pas finalement le manque de courage. C'est-à-dire qu'on n'a plus une culture du courage. On ne valorise plus. Moi, je me souviens, et je l'entends dire encore autour de moi, pour réussir dans la vie, il faut être malin. Il faut être malin, c'est-à-dire qu'il faut courber les chines de temps en temps, etc. Bernard, ça correspond dans une société qui a été depuis 30-40 ans plutôt aisée et facile. Comme dit Gérard, nous habitons la part protégée du monde. On n'a pas besoin de beaucoup de courage pour ça. Donc c'est une valeur qui d'elle-même s'est amenuisée. Par contre, on a besoin d'être malin. C'est une valeur, entre guillemets, qui a augmenté. Demain, fatalement, ça va s'inverser. Il faudra des gens courageux. Et s'il y a un retour de ce type de valeurs qui ne sont ni à droite ni à gauche, qui sont complètement universelles, ce sera par les circonstances. Et on améliorera ces circonstances si on dit par avance que c'est ce qu'il va falloir, et autant prendre un coup d'avance que d'attendre le dernier moment. Voilà. Donc je reste un pessimiste absolu sur la nature humaine, sur l'histoire qui est un vaste bain de sang, etc. et un optimiste absolu sur l'action et ce que l'esprit d'aventure peut donner à l'action pour le futur et pour faire autre chose que ce qu'il y a eu avant. Voilà. Alors justement, puisque tu as écrit avant la dernière ligne droite, donc tu n'es pas encore tout à fait dans la dernière ligne droite, là. Qu'est-ce que tu comptes faire sur cette avant-dernière ligne droite? Et la dernière question, puis après on laissera... c'est d'aller un petit peu plus vite. Je pense que la vie doit nous dire une chose à un moment donné très simple, c'est que le temps, et je vous conseille de relire Sénèque, de la brièveté de la vie, pour comprendre que le temps, c'est quand même la seule valeur importante que nous possédions sans en connaître exactement la taille, et que plus on va, plus il faut la préserver et l'utiliser à bon escient. Par conséquent, dans les années qui viennent, je vais continuer à faire ce que je vais faire. L'aventure et l'écriture sont les deux pôles de ma vie. Cela prendra des dimensions comme auparavant, mais peut-être différentes. On continuera à naviguer avec la Bouddha, je continuerai à m'engager auprès des Afghans ou des Kurdes de Syrie comme actuellement, à continuer à suivre, comme je reviens de chez les Sahel et Pentecôte, toutes ces petites communautés avec qui j'ai vécu depuis 40 ans, et ce qu'elles deviennent sur une ou deux générations, comment elles évoluent, dans les mutations du monde moderne, quel est le destin individuel de chacun des personnages, qu'ils soient pygmées, papous, indiens, Sakuda, Issa, etc. Je continuerai tout cela, allant de pair, je continuerai à travailler dans les recherches philosophiques, en philosophie politique qui m'intéressent et qui rejoignaient ce que je disais tout à l'heure, parce que je crois que fondamentalement, l'esprit d'aventure, contrairement à l'aventure elle-même, c'est quelque chose qui peut recomposer l'homme entre l'action et la réflexion, et non pas le séparer, ce qui est un des grands malheurs finalement de notre société. Voilà. Mais maintenant, peut-être qu'on peut laisser la parole aux personnes qui... Marcus a écrit en 68, je crois, L'homme multidimensionnel. Patrice Franceschi l'a fait. Je te remercie, mais c'est un rapport. Non, mais c'est vrai, parce qu'il est incroyable, parce que c'est un excellent écrivain, il est philosophe, il a fait des études, il a refait des études de philosophie il y a quelques années, il est explorateur, aventurier, écrivain, on va pas dire tout ça, il avait écrit de la poésie, c'est quand même... voilà, allons-y, monsieur. Patrice, à l'heure de l'image... Si vous voulez, pardon, vous voulez bien vous présenter? Patrice Boissy, nous sommes de vieux camarades. Oui, bien sûr, non, mais c'est vis-à-vis de tout le monde, voilà, y compris le... D'accord. À l'heure de l'image. Patrick Boissy. Oui. Est-ce que tu peux pas nous concevoir un ou plusieurs coffrets d'images, de défilés Alors ça, on tourne dans les écoles avec ça. Mais ça a déjà été fait par MK2. Alors, il y a un coffret collector qui a été fait il y a 2 ans ou 3 ans sur les 15 premiers films de la boudeuse. Donc c'était un coffret avec 6 ou 7 des bouddeuses, etc. Il y en a un autre. Voilà. Il y en a un autre qui s'appelle Grandes Expéditions sur les 6 films précédents. Voilà, ils existent ces coffrets. Le problème du turnover du DVD qui en France faiblit aujourd'hui, les livres un peu moins,
fait qu'on les trouve pendant 1 an ou 2, puis après il faut aller sur Internet pour les trouver. Mais ils existent, hein, tous ces coffrets. Non, mais je pensais à un accord avec l'éducation nationale, ou un truc faire. Après, c'est tout un travail, mais je suis quelqu'un qui, comme toi, n'a que 24 heures par jour, et puis des fois on n'arrive pas à tout faire. Si tu savais le nombre de livres qui sont sur ma bibliothèque en attendant d'être lus, et plus j'en ai, et puis il y en a d'autres qui arrivent, et c'est pour ça que je reprendrais bien un tour du cadran, mais... Sans compter la bibliothèque de la Boudeuse, qui a coulé avec la Boudeuse numéro 1. J'ai perdu, mais que nous avons reconstitué. C'est reconstitué la bibliothèque de la Boudeuse. Ouais. Non, mais j'ai perdu dans ce naufrage aussi toute la collection des cartes maltaises signées par Hugo Pratt. Ça a été amené, mais je ne pouvais pas tout prendre. J'ai perdu des milliers de livres dans ce naufrage en 2001 et reconstitué la nouvelle bibliothèque du bord et la mienne chez moi petit à petit. Mais Hugo Pratt, entre autres, il y a beaucoup de livres dédicacés, mais ceux-là, il était mort, c'était perdu. Monsieur? Ali Kamel, la presse égyptienne. J'étais très intéressé par ce que vous avez fait sur le Nil. Parce qu'il y a une égyptomanie en France, on aime beaucoup l'Égypte. Et vous avez dit tout à l'heure qu'entre Burundi et Alexandrie, il y a énormément de difficultés actuellement. Alors en fait, ma question, est-ce que la presse, qu'est-ce que je dois dire ce soir aux Égyptiens, parce que je vais écrire sur vous ce soir. Quel est le message que vous voulez délivrer aux Égyptiens et les Africains où le Nil passe, puisqu'on sait qu'il y a le Soudan et le reste dans le monde. Et puis moi, personnellement, je suis aussi bien aventurier que vous, puisque je suis en France depuis 80, et je suis venu, je parlais que l'arabe et maintenant je parle français. Alors vous voyez le résultat de l'aventure. Mais la question est, mais pourquoi l'aventure? Parce que les gens me disaient quand je suis arrivé en France, pourquoi tu es venu en France? J'imagine que les gens vous posent la même question. Absolument. Pourquoi l'aventure? Et je suis devenu quelqu'un, moi-même, comme vous, mais je ne suis pas aussi célèbre que vous. Hein? Et donc, en fait, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes de Villepinte? Vous étiez un peintre, vous avez parlé avec à leur curiosité. Pour moi, l'aventure, c'est une curiosité intellectuelle. L'homme fort, l'homme riche, c'est celui qui a une curiosité intellectuelle importante et non pas qui est venu pour chercher l'argent, ni chercher les diplômes, ni chercher les statuts sociaux. Donc, on est d'accord. Donc, en fait, est-ce que l'aventure, c'est nager contre courant? Est-ce que l'aventure, on est mal compris dans le monde, vous et moi, parce qu'on est aventuriers tous les deux, mais à plusieurs niveaux. Et qu'est-ce que vous dites au public, au tiers-monde, qui traverse la Méditerranée et qui meurt sur la route pour arriver dans les pays riches? Nous avons 3 questions, 2 d'un côté et une de l'autre. Une question très politique pour finir et une question très philosophique pour commencer. Je vais commencer par la première. Vous avez tout à fait raison. L'aventure, pour moi, à 20 ans, c'était surtout ce que j'appelle aujourd'hui, avec un petit peu de dérision, la gesticulation musculaire. Et derrière ça, il y avait la curiosité. Aujourd'hui, évidemment, j'ai fait exactement l'inverse. Il y a la curiosité intellectuelle qui pose la question suivante. Au fond, le monde, comment ça marche? Et les hommes, qu'est-ce que c'est? Ici et ailleurs. C'est quoi l'autre? Bon. Et les rencontres humaines dans l'aventure m'ont toujours passionné. Raison pour laquelle, par exemple, les pôles nord ou sud, ne m'ont jamais beaucoup intéressé parce qu'il n'y a pas grand monde. Monde fascinant, mais il n'y a pas assez de monde pour que ça m'intéresse vraiment. Donc vous avez tout à fait raison. Deuxième partie de votre question, est-ce que c'est nager à contre-courant? Ben oui, malheureusement, très souvent. Parce que l'aventure, une fois que c'est une curiosité intellectuelle, elle veut dire quoi? Que c'est une curiosité intellectuelle individuelle. Donc vous faites déjà preuve de votre liberté individuelle qui est de penser par soi-même. Et donc ensuite d'agir par soi-même, et agir par soi-même après, penser par soi-même, c'est souvent à contre-courant. Il faut l'accepter. Et là encore, on peut reparler des vieilles souches stoïciennes, où les biens extérieurs n'ayant aucune importance, c'est pas le succès que l'on cherche, c'est pas la célébrité, c'est pas la réputation, c'est l'accord avec soi-même. Et à partir de là, nager à contre-courant devient, comme pour les défis dont je parlais tout à l'heure, quelque chose d'assez exaltant. Et on se dit, même quand moi je fais des films ou des livres, je me dis toujours, de toute façon, je travaille pour des minoritaires. Voilà. Parce que je ne vais pas travailler pour la masse complète, parce que cette curiosité, cet intellectualisme qu'il y a dedans, il va être repoussé, et je le vois souvent, mais je ne désespère pas, parce que chez les jeunes, il ne l'est pas. Voilà. Et donc le marché, en général, lui, dans sa massification, il essaie d'abaisser tout ça. Réponse pour la deuxième partie de la question. Que dire maintenant? C'est le cas aussi de l'Égypte qui traverse une crise politique, humaine, religieuse, philosophique, et pire que l'Égypte, d'autres pays.
Si j'avais une réponse facile, miraculeuse, quelqu'un d'autre l'aurait déjà trouvée, il n'y en a pas. Tout ce que je peux dire dans des cas comme ça, et avec la tristesse de voir cela, car à l'époque du Nil, depuis le Burundi jusqu'en Égypte, j'étais seul, je pouvais marcher à pied pendant des mois, traverser l'ensemble du Soudan à pied, avec des Turkana, des Toposa, avec mes 2 ânes pour me nourrir, etc. Et ça durait des semaines et des semaines, traverser tout le désert de Nubie, tout le désert de Bayouda, le Baten el Hadjar en Égypte, etc., jusqu'à Assouan, avec des caravanes de contrebande de chameaux, sans avoir le moindre problème, avec des chameliers qui étaient dans un islam de l'époque extraordinaire, et qui a fait que je me suis marié ensuite à Khartoum au Soudan. J'avais choisi là pour vous dire comment l'ambiance était à l'époque, à ce point-là. C'est fini ça. Traverser aujourd'hui le désert, vous savez ce que ça donnerait. Le Sud-Soudan, encore pire, et ainsi de suite. Donc, quoi dire aux gens qui sont là-bas? Quoi dire à ceux qui partent pour nous rejoindre et vous pensez, qui traversent la Méditerranée et vous pensez certainement à Lampedusa, etc. Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas une réponse qui dise restez chez vous, ça c'est facile. Il n'y a pas de réponse qui peut dire venez tous chez nous, c'est facile. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le seul moyen, c'est la prise en charge de son propre destin, à un moment donné par les pays, en ayant la capacité de traverser les crises qu'ils traversent, et là aussi en étant, et puisque Nelson Mandela vient de mourir, ou bien comme pouvaient être Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et tous les autres d'avant, Zénon, et n'allons pas plus loin, ou Nelson Mandela. C'est-à-dire la capacité à dépasser le mauvais stade humain qui est celui de l'affrontement avec l'autre parce qu'on ne veut en voir que ce qui ne nous plaît pas, ou bien la capacité, vraiment Nelson Mandela nous a donné une leçon qui a été rappelée ces jours-ci, de capacité presque chrétienne au pardon, mais surtout à la volonté de faire en sorte que, en dépassant les problématiques qui ont existé, qui ne peuvent mener qu'à des catastrophes supplémentaires, en les dépassant pour revenir en arrière, pour le coup il s'agit d'un progrès, même s'il est en arrière, pour faire en sorte que la paix s'installe, ou la compréhension, et surtout pas la vengeance. Quand on voit ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui, on n'est évidemment pas dans cette dynamique. Et on n'entend pas le discours qu'aurait pu dire Nelson Mandela s'il avait été vivant encore 3-4 jours. Donc, le seul moyen, je pense, de dépasser ces crises-là, c'est de revenir à un humanisme combattant, tel que les anciens, dans notre philosophie occidentale, ont pu le faire, dans la philosophie arabe, depuis Averroès et les autres, ont pu le faire également, et de faire en sorte que l'homme s'améliore un tout petit peu, comme Nelson Mandela a pu le démontrer, le prouver, arriver à un résultat à peu près potable chez lui, alors que ça aurait pu être une catastrophe absolue. Voilà, mais il n'y a pas d'autre message à donner que à chacun de dépasser la volonté de vengeance, de pouvoir, de volonté de ne pas discuter, de ne pas parler, de ne pas vouloir entendre l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen pour sortir d'une crise. Et l'exemple, vraiment, qui nous est donné là, c'est ce que Mandela a pu faire à une époque. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit parce qu'il est celui d'aujourd'hui. Et en tout cas, de ne jamais désespérer. Ça, c'est clair. Et en aucun cas de désespérer. Une autre question? Mademoiselle. Oui, bonsoir, Alessia Dion, je suis étudiante en journalisme audiovisuel. Alors moi j'ai une question, si vous parlez tout à l'heure de ma génération, on va dire 20-25 ans, qui a aujourd'hui un peu de mal à partir à l'étranger, aller de son propre, faire l'aventure tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la télévision qui voit les programmes qui partent à l'étranger se multiplier ne nourrit pas en quelque sorte cette curiosité, ce qui fait que la télévision nous rend tout simplement un peu feignants à notre génération? Vous savez, il y a des journalistes de télévision dans la salle là, que j'ai vu tout à l'heure qui pourraient vous répondre peut-être mieux que moi. Je ne suis pas sûr qu'elle nourrisse réellement la curiosité telle qu'elle est faite tout le temps. Elle nourrit une certaine forme de curiosité, mais parfois très superficielle. Elle peut donner l'impression qu'effectivement le monde est connu, tout ça, et n'y allons pas. Mais en réalité, elle ne devrait que la plupart du temps exciter la curiosité pour aller voir vraiment par soi-même ce qu'il en est. Parce que vous allez être journaliste, et franchement, le décalage qu'il peut exister entre l'expérience extérieure qu'on vous donne, avec la télévision par exemple, et l'expérience personnelle que vous vivrez, mais c'est un décalage considérable. Parce que personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un père comme vous, aventuriste, et que j'ai beaucoup... Ça doit être de ma part. C'est pour ça que je suis là ce soir.
Est-ce que justement, parfois, la télévision ne nourrit pas à mauvais escient cette curiosité? Parce que moi-même, je Bien vois sûr. des clichés parfois qui sont véhiculés, par exemple même sur le Brésil, où Bien sûr. j'ai des amis qui refusent d'aller au Brésil parce qu'on voit des choses atroces. Je leur dis non, c'est pas du tout comme ça. Mademoiselle, je suis très embêté parce que j'ai un journaliste de télévision à côté de moi. Justement. Mais il m'a demandé de ne pas avoir de langue de bois. Donc, tout ce que je vais dire ne le concerne pas. Vous avez 100% raison. Dans la massification générale, défaut de la démocratie, ce que l'on voit, c'est que les médias, en général, véhiculent davantage d'idées reçues, recevables facilement par le public et par le marché, que des réalités qui sont souvent beaucoup plus dérangeantes. Et il est frappant, vous l'avez dit, la plupart du temps, et beaucoup d'entre vous ont dû le faire, en faire l'expérience, vous êtes dans un pays, vous lisez la presse un pays où ça bouge un petit peu, vous lisez la presse, c'est ce qu'on en dit du pays, vous dites, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Je ne sais pas ce que je vois autour de moi. C'est le problème de la presse, c'est toujours d'avoir le point focal sur, effectivement, un endroit et pas ce qui se passe ailleurs. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Bon, ça, c'est normal et compréhensible. Pour le reste, et je fais pas mal de films, où il faut se battre en permanence, mais sur une chaîne où je peux le faire sans difficulté, pour ne pas véhiculer les idées reçues. Ce que les gens attendent. Parce que c'est ça que les gens veulent, donc on va leur donner ça. Et je ne suis pas le seul à être à contre-courant, comme disait notre ami journaliste égyptien, parce que l'aventure, ça vous mène à contre-courant. Je ne suis pas le seul, loin de là. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, et c'est l'expérience que vous aurez à faire plus tard, mademoiselle, c'est que il faudra pas mal pagayer à contre-courant pour dire la vérité. Et ce ne sera pas simple, mais ça peut être un combat exaltant ou un combat destructeur selon votre état mental. Je suis sûr que si vous avez un père aventurier, vous trouverez ça très exaltant d'avoir à combattre. Et moi, je ne crois qu'il n'y a de dignité que dans le combat. Donc par conséquent, ça ne me dérange pas du tout d'avoir à combattre pour des idées. Je trouverais que ce serait dommage de ne pas avoir à combattre parce que ce serait facile. Voilà. Et vous saluerez votre père de ma part, je ne le connais pas, mais il a fait une fille qui a compris, c'est bien. Une autre question? Moi, je pose une question. Oui, monsieur. Alors, je poserai une question. Vous avez 40 ans. Si vous voulez bien vous présenter, pardon. Oui, pardonnez-moi. Roger Bongos, Agence africaine d'information. Agence africaine d'information. Ben, écoutez, je fais une petite parenthèse, mais je suis ravi qu'il y a un bon bout d'Afrique devant moi, là, de presse africaine, à laquelle je ne m'attendais pas. Vous n'êtes pas regroupés ensemble exprès. Bon, mais, en tout cas, je suis très content que vous soyez là. Oui, mais merci. Je suis aussi membre du Presse Club. Oui, alors, ma question est la suivante. Bon, vous avez fait 40 ans de périple, enfin, vous avez voyagé, vous avez vu l'Afrique, surtout le Congo. Je suis natif du Congo. Congo-Brazzaville ou RDC? Kinshasa, Kinshasa, le grand. Le grand Congo qui... Celui qu'on a connu ensemble. Celui qu'on a pas mal connu ensemble. Oui, qui souffre terriblement de situation de guerre avec l'Est de la RDC. Vous avez commencé avec le Burundi, vous avez le Burundi avec le Rwanda et bien sûr le Soudan. Ouais, voilà, ça a attaqué un peu la RDC, puis bon, aujourd'hui ça s'est réglé un tout petit peu. Est-ce que la diplomatie française a besoin de vos informations, des réunions sur le terrain pour changer la donne ou pour faire avancer certaines choses, ou vous avez encore d'autres personnes comme la DGSE qui, Philippe Le Dieu le veut, vous savez, vous connaissez, vous avez été approché? La réponse est négative, mais pour la deuxième question, et à la première question, très intéressante, vous avez ici derrière Alain Boinet, qui a été fondateur de Solidarité Internationale, qui a travaillé donc depuis, là, ça va faire aussi une quarantaine d'années, bon, à peu près, dans le domaine de l'action humanitaire, avec Bernard de la Villardia et moi-même. Nous sommes un groupe d'amis là-dessus. Et ça répond parfaitement à la fois à la question de l'engagement, notamment en Afrique. Nous étions même ensemble en mission en RDC il y a une dizaine d'années, au Kivu, au Katanga, au Kasaï, etc. Et ça rejoint le côté diplomatique, c'est que, d'ailleurs aussi bien Alain Boinet que moi, nous avons fait partie de cabinets ministériels, où la diplomatie était importante, où nous avons, et Alain toujours, beaucoup de contacts avec la diplomatie française, pour répondre à votre question, qui est parfaitement informée, à la fois évidemment de ce qu'elle fait elle-même, ce que je souhaite, pas forcément toujours vrai, normalement, et des éléments extérieurs d'information qui peuvent leur être apportés par des gens comme nous. Est-ce qu'elle écoute? Ça, c'est un autre problème. Globalement, elle n'écoute pas. Elle fait ce qu'elle fait, par elle-même. Mais il y a quand même en France, parce que nous sommes en démocratie, des flux d'informations et de communication entre toutes les strates de la société qui existent. Le problème, il n'est d'ailleurs pas du tout dans la réalité de ces flux, il est bien plus dans tenons,
est-ce qu'ils tiennent compte, les décideurs, de ces flux? Et ça, c'est un autre problème. Assez rarement, d'où beaucoup d'erreurs parfois. Pour la DGEC, avec vous Ben, la réponse est non, non. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'était vrai, je ne pourrais que vous dire non, et si c'est faux, ce qui est le cas, je ne peux que vous dire non. Donc, donc je suis piégé. Donc je suis piégé, quoi qu'il arrive. Monsieur? Une question. Ah, Gérard Villiers. Pour la boudeuse. Vous voulez bien vous présenter, pardon? Gérard Villiers, un ami de Paris. Et qui était, Gérard, à la question de la boudeuse, et nous avons aussi les amis des Grands Voiliers qui sont là, faire naviguer un 3-mâts autour du monde, un beau 3-mâts de 46 mètres de long, qui est quand même une belle bête, un beau bâtiment, jusqu'en 2008 et la crise économique, ça a été jouable, faisable, avec d'immenses efforts à tout point de vue. Mais nous l'avons fait. Et avec des objectifs qui étaient dans ces navigations, dans les films et livres qu'il y avait avec, de déployer, c'était un objet qui était là pour vendre les valeurs dont on vient de parler, celles de l'esprit d'aventure et pas autre chose. Donc pas de sponsoring, pas de logo sur les voiles, et le bateau s'appelle La Boudeuse et pas une marque de fromage. Et j'y tiens beaucoup, et énormément. À partir de la crise de 2008, où trouver, pour le coup, donc, pour faire ça, des partenaires avec qui on parle d'égal à égal, sans lien de subordination, etc., c'est devenu très difficile. Il y a eu des missions qui nous ont été confiées, comme celle de M. Borloo, qui les a trahis complètement, qui les a fait échouer et interrompus. Et la crise n'a pas permis aujourd'hui de remonter de grandes missions. Mais je te rassure, on ne lâche jamais, mais absolument jamais. Ça fait partie du côté du combat et de sa dignité, que rien n'est perdu tant qu'on n'a pas décidé qu'on était mort. Et que nous sommes, avec Amaury et tout le reste de l'équipe, en train quasiment de finaliser, toujours avec les mêmes principes auxquels on tient pour vendre les valeurs sur la jeunesse et l'esprit d'aventure, une mission qui, dans quelques mois, devrait pouvoir repartir par le Cap Horn, l'Amérique du Sud et le Pacifique. Mais tu me l'as fait trop dire, parce que tant que tout n'est pas fini, maintenant, chat échaudé craint l'eau froide, et la signature de nos hommes politiques, ces mains byzantines qui font ne valant plus rien, et l'ayant appris, j'en ai dit un peu trop. Mais sache de toute façon que la Boudeuse est en parfait état, avec un immense chantier qui a été fait l'année dernière pour maintenir son opérationnalité, qu'elle est à Nantes aujourd'hui, prête à partir, et que les financements ont quand même beaucoup avancé. Alain. Oui, donc, Alain Bonnet. Solidarité internationale, je voudrais juste amener un témoignage et poser une question à Patrice. Un témoignage en écho à la question que vous avez soulevée. Je voudrais dire qu'ici, dans cette salle, et Patrice en est un grand exemple, Bernard de la Villardière, BA, je pense à beaucoup d'autres qui sont ici. Il y a une trentaine d'années, on a fait partie de ceux qui ont inventé le mouvement humanitaire tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dit il y a des peuples qui sont en danger, on ne nous autorise pas à franchir des frontières légalement, eh bien nous allons nous-mêmes rentrer clandestinement dans certains pays pour porter assistance à personne en danger, voire à peuple en danger. Ça a révolutionné quand même les relations internationales. Donc ça veut dire qu'on a fait bouger les relations internationales, parce que ce qui était considéré à l'époque, si vous voulez, finalement comme une preuve d'idéalisme, voire, je dirais, d'aventurisme, c'est devenu une norme. C'est-à-dire que c'est grâce à ça quand même, après la chute du mur de Berlin, que l'ONU, vous vous souvenez de l'agenda pour la paix de Boutros Boutros-Ghali, a dit finalement, l'assistance à la population en danger au-delà des frontières, c'est un devoir peut-être international, humain. Et aujourd'hui, même dans des pays où règnent des guerres, voire des dictatures, l'aide humanitaire peut généralement se déployer, non sans risque. Il est rare qu'on ne puisse pas y accéder. La Corée du Nord est une exception, il n'y en a quand même pas beaucoup. Après, c'est à vos risques et périls, évidemment, quand vous intervenez au milieu des combats, mais c'est un devoir qu'on peut assumer à ces risques-là. En tout cas, nous, on l'a fait, on a ouvert la voie, et donc il n'y a pas de désespoir, vous voyez, on peut toujours faire quelque chose. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut parler avec tout le monde, vous voyez, il faut parler avec tout le monde. En République démocratique du Congo, quand vous êtes à Goma, vous voulez aller dans des zones aujourd'hui contrôlées par différents mouvements, je dirais rebelles, quels qu'ils soient, qui s'opposent les uns aux autres, eh bien il faut pouvoir passer les lignes de front successives. Donc il faut être en contact avec les commandants, dont certains sont des gens honorables, mais dont d'autres sont des criminels. Et la question n'est pas là, la question c'est qu'on doit parler avec tout le monde pour accéder aux populations qui ont besoin d'aide, de secours,
Et donc, ce qui compte, c'est l'accès à ces populations. Donc, je voulais dire ça, parce qu'ici, elles sont de personnes qui ont non seulement incarné, qui ont commencé, et puis qui continuent. Mais j'avais une question à poser à Patrice, je voulais vous le dire, parce que Patrice, voilà, elle a la modestie de ne pas développer les engagements qu'il a pu avoir, que ce soit pour les Afghans ou pour les Kurdes. Je voudrais juste dire, pour les Afghans, on a commencé en 1980 et on continue. Et on continue. Et je crois que malheureusement, on est encore là-bas pour longtemps. Vous voyez, et on continuera aussi longtemps qu'il le faudra avec eux, avec leur bonheur, mais aussi avec leur malheur, pour les accompagner et espérer qu'un jour la paix vienne et qu'ils puissent se consacrer à d'autres activités que la guerre. Alors j'aurais une question pour Patrice, c'est que on est dans un monde, heureusement, malheureusement, c'est de plus en plus fini, c'est-à-dire qu'un jour il y aura peut-être une zone à explorer. On a connu l'Afrique à 300 ou 400, 500 millions d'habitants, 1 milliard aujourd'hui, plus de 2 milliards en 2050. Donc on imagine que les lieux où on peut accéder aujourd'hui seront demain habités, sans parler de l'urbanisation. Donc c'est un monde qui va en se transformant, en se développant, pour le meilleur et pour le pire, hein, les deux à la fois. Et donc, on est face à des grands défis. Tu as vécu, on l'a vu avec cette grande expédition le long du Nil, mais on pourrait, j'imagine, trouver d'exemples analogues partout. Et donc, au fond, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour les jeunes du 9-3, tu as vu, c'est quoi l'aventure? Enfin, c'est quoi l'aventure de demain? Est-ce qu'elle ressemblera à celle d'hier? Ou est-ce qu'elle sera différente? Donc l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants, j'imagine, voilà, le contexte sera différent. Donc c'est quoi l'aventure? Quelle forme prendra-t-elle et à quel défi doit-on faire face? Merci. Alors, Alain dit une chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, nous avons été tous les deux à l'initiative de la première mission de solidarité internationale en 1980 en Afghanistan, et ce qui était important, c'est de finir les histoires qu'on a commencées. C'est comme un amour d'ailleurs, il faut finir les histoires qu'on a commencées, et ne pas se contenter de parenthèses. Et la vie, c'est pareil. Ce qui est intéressant dans une vie, c'est une trajectoire complète, c'est pas des petits morceaux. Ça, c'est important de l'avoir rappelé. Et ensuite, pour répondre à ta question, j'ai en fait répondu dans un précédent livre, là, il y a quelques mois, qui s'appelait L'aventure pourquoi faire, où il y avait aussi Chalian, et puis je vois au loin le président de la Société des exportateurs français, Olivier Archambault, et peut-être encore un ou deux à qui j'ai demandé à Ruffin, à Laurent Geoffrin et à quelques autres d'y participer. Et où, pour ma part, je répondais à cette question en disant, là, ce qu'on entend conventionnellement par aventure, je la donne pour morte avant la fin de ce siècle, évidemment. Évidemment, et pour toutes les raisons que j'ai expliquées. En revanche, ce que je donne pour plus vivant que jamais, et notamment pour notre jeunesse demain, c'est l'esprit d'aventure, dans lequel, comme l'a dit notre ami égyptien, la curiosité intellectuelle des choses réelles, celle qui exprime une liberté personnelle, pourra encore se déployer, et sera la seule manière de se déployer pour que nous restions libres, et aura à explorer des choses aussi importantes que le renouvellement, par exemple, intellectuel et diplomatique des relations internationales. Comment faire autre chose de mieux que ce qu'il y a eu maintenant? Ça, c'est un sacré chantier. La philosophie peut beaucoup nous aider à cela. Aura à renouveler les rapports humains à l'intérieur des sociétés et aura à inventer beaucoup de choses. Alors évidemment, ça ne ressemblera pas à l'aventure d'avant, qui était essentiellement physique, avec les terrains incognita. Eh bien, il faudra se passionner pour les terrains incognita intellectuels. Et je pense que là, dans le domaine de ce que tu prépares encore dans l'action humanitaire, il y aura beaucoup à faire, et ce sera pour la jeunesse aussi exaltant. Mais c'est vrai que le monde sera connu, fini, cartographié, googleistrisé, et que la problématique d'ailleurs de l'époque, de l'esprit d'aventure, un des grands combats de l'humanisme de demain et de l'esprit d'aventure de demain, sera la préservation des libertés individuelles, qui est en train, avec les nouvelles technologies, d'être un contre-progrès et de disparaître, car cela fait à peu près une trentaine d'années que l'on sait que dans l'histoire, pendant des siècles, progrès humain et progrès technique et scientifique allaient de pair, et que depuis une trentaine d'années, il y a un divorce entre les deux, et ça ne va plus de pair, et qu'il faut essayer de reconstituer tout cela, l'affaire Prisme, etc. Nous avons, avec Chalian et Sophie Mousset, écrit un livre qui est paru aussi il y a un mois, au Seuil, et qui s'appelle Le regard du singe, dans lequel on analyse un petit peu tout cela, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans les défis de demain, il y aura besoin de cet esprit d'aventure pour pouvoir à la fois le comprendre et à la fois le combattre avec allégresse, voilà, sans désespoir. Et on n'a pas le temps de développer tout ça, mais voilà en gros ce que peut être l'aventure de demain, c'est-à-dire l'esprit d'aventure pour la jeunesse.
voix parce que j'ai Oui. une tension de Gérard Chalian. Je prends le micro, oui, Gérard Chalian. Je prends le micro parce qu'on débarque d'Irak là, et l'avion n'a pas réussi. En ce qui concerne ce qui vient d'être dit, ce qui me paraît le plus important, c'est le courage. Il en faut. Il faut du courage et du caractère pour arriver à vivre une vie intéressante. Et qu'on le veuille ou non, ce ne sera jamais quelque chose de massif. Il ne faut pas avoir peur de le dire non plus. Il est normal que, disons, quelques-uns, quelques-unes prennent davantage de risques que d'autres. C'est comme ça. C'est comme ça quand vous regardez le passé. Les noms qui viennent d'être cités tout à l'heure, que ce soit ceux des Grecs ou que ce soit ceux d'Africains comme Nelson Mandela, bon, ce sont quand même des exceptions. Bon, je trouve que ce sont des modèles qui sont exaltants, que quand on est jeune, ce qu'on a envie, c'est de rêver, puis d'arriver à se lancer là-dedans et d'essayer de faire quelque chose. À cet égard, l'esprit d'aventure, c'est inusable. Le monde, il y a à recommencer tout le temps. Il n'y a rien de fini. Tout est ouvert. C'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans une atmosphère morose en France qu'il faut s'imaginer que c'est morose partout. Quand on se promène à l'heure actuelle en Asie, de l'Inde jusqu'à la Corée, on s'aperçoit qu'il y a un monde qui est au contraire parti à l'assaut avec une espèce d'extraordinaire vitalité, et puis qu'il ne faut pas non plus céder à toutes ces choses qui sont tellement attirantes comme consommer n'importe quoi, acheter sans arrêt, courir après les chimères. C'est vrai que oui, l'avenir, il appartient à ceux qui sont frugaux, à ceux qui sont travailleurs, à ceux qui sont courageux, à ceux qui savent rêver et réaliser leurs rêves, et que bon, c'est vraiment absolument formidable. Et qu'à cet égard-là, je suis très heureux que Patrice existe, et que d'autres, que je pourrais citer aussi, existent et profitent du monde, parce que ça le rend beaucoup plus exaltant. Voilà, merci. Je retiens Gérard, mon vieil ami, et avec qui on a écrit quand même pas mal de livres, que tu as trouvé le mot, l'esprit d'aventure, c'est inusable. Voilà. Donc inusable, éternel. Voilà, Alain, pour répondre à cette question-là, je pense que la jeunesse peut encore vraiment s'en emparer et en faire quelque chose d'extrêmement exaltant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière, peut-être, je ne sais pas. Monsieur? Monsieur. Encore l'Afrique. C'est un complot. Et c'était le sommet de l'Élysée. Non, il n'y a aucune plainte. Il n'y a pas de cannibale ici. Non. Alors, est-ce que le fait que certains veulent exploiter la nature comme vous connaissez de manière assez... Présentez-vous, il demande comme ça. Je suis le président de l'Union internationale des journalistes africains. Mais le fait que certains s'acharnent sur la nature, exploiter la nature comme on le voit ailleurs, et que vous voyez les catastrophes naturelles, est-ce que ça, déjà, ça ne casse pas l'aventure à laquelle vous vous êtes consacré? Dernière question. L'argent facile comme l'argent sale, n'aurait-il pas leur part de responsabilité dans le fait que le côté sacré de l'aventure, maintenant, évidemment, s'efface? Que faut-il faire pour éviter tout ça? Alors, comme j'aimerais avoir la réponse. Comme j'aimerais avoir la réponse. À la première question sur le saccage de la nature. Gérard y a répondu d'une certaine manière en disant que l'avenir appartiendra aux gens frugaux, aux gens austères, aux stoïciens, comme nous le sommes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Tous ces biens extérieurs ne nous apportent pas le bonheur qu'on peut vraiment rechercher. Ça fait déjà plus de 2000 ans que des gens le disent, hein, mais ce n'est pas un discours facile à entendre dans le consumérisme ambiant, dans la poussée du marché. Et le marketing, c'est quelque chose de très puissant. Et la société essaie de fabriquer des gens qui soient des consommateurs et pas des citoyens, donc tout ça est très complexe, mais il faut aller, pour le coup, à contre-courant encore, voilà. Et ça, j'en appelle, parce que ça, ce sont des contre-progrès, il y a à contre-courant, c'est le progrès, dans ces cas très particuliers, et que le saccage de la nature, quand je parlais de la comparaison sur 40 ans de certains pays tels qu'ils évoluent,
dans leur beauté. Est-ce qu'on va habiter un monde demain qui sera beau, au-delà de l'écologie, au-delà des guerres? En plus, dans l'esthétique, est-ce que ce sera un monde qui sera beau ou un monde qui sera laid? On s'aperçoit qu'on va faire un monde qui est plus laid qu'avant. Et que la part de destruction, d'exploitation effrénée par le marché, la cupidité, la protéine au gain, bien évidemment, et tout le monde le sait, on n'arrive pas à faire quelque chose contre, est l'un des facteurs négatifs de tout cela. Et c'est une souffrance pour moi de voir des pays, des villes entières perdre leur architecture, les trouver belles il y a 40 ans, les trouver de plus en plus laides aujourd'hui. Et chacun le ressent. Et un Africain qui vit dans une ville africaine qui se dégrade le ressent profondément. Et là, ça rejoint votre deuxième question, l'argent sale et l'argent facile, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Bien évidemment. Bien évidemment qu'ils ont une responsabilité importante. Et que la faute en incombe souvent à certaines élites, que même ceux qui combattent ces élites, quand elles deviennent des élites, eh bien, comme la victime qui devient bourreau ensuite, et le système s'enchaîne. Donc il y a une refondation humaniste des hommes de manière universelle sur toute la planète à faire, bien entendu. C'est un grand combat immense. Mais il est gagné si chacun en prend conscience et le fait, ou en tout cas on progresse. Voilà. L'action humanitaire a à dire beaucoup de choses là-dessus. Les ONG ou autres dans le domaine de la défense de l'environnement ont quelque chose à dire là-dessus. L'ensemble des citoyens de la société civile a des choses à dire là-dessus. Parfois, on a le sentiment que la classe politique, et ça c'est un lieu commun de le dire maintenant, est déconnectée de tout cela, et que peut-être il faudra aussi la refonder. Donc peut-être qu'il faudra faire plus de politique avec l'esprit d'aventure qu'on en faisait avant, considérant que ce sont deux choses séparées. Et peut-être qu'il faudra que ça se rejoigne. Voilà. Donc, et les problèmes des Africains, aujourd'hui, sont très graves et très importants dans beaucoup de pays. Il y en a qui marchent, fort heureusement. Mais globalement, il y a des pays où ça ne marche pas. Ils ont les mêmes problèmes à des degrés simplement divers que les nations occidentales. On ne va pas comparer leurs difficultés. Bon. Mais néanmoins, ça va dans ce mauvais sens-là. Et je pense que c'est... Moi j'aime cette théorie philosophique à bâtir et à créer de l'humanisme combattant. Voilà. C'est-à-dire cet humanisme qui a de la vitalité, du souffle vital, et qui ne veut pas être simplement un dolorisme comme ça qui passe, ou bien simplement quelque chose d'un peu bisounours. Voilà. Bon. Je pense qu'il y a des combats à mener, et si on revient à Nelson Mandela à un moment donné, après la partie même de lutte armée qu'il a faite, après tout, c'était un humanisme combattant, qui ne lâchait rien, qui combattait, mais qui voulait le faire d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc bien sûr, nous sommes tous face à des défis collectifs et individuels considérables. Et pour finir là-dessus, je pense que l'esprit d'aventure, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on pense toujours aventure et pas esprit d'aventure, c'est quelque chose d'infiniment moderne, et c'est une arme positive pour la jeunesse, pour faire un monde meilleur. Voilà, tout bêtement ce que je pense. Nager contre le courant, c'est très beau. Vous avez nagé dans le Nil contre le courant ou pas? Moi, j'ai faisait 30 km contre courant pour avoir des muscles et pour avoir le moral. Je vous rappelle que mon père en Égypte, il faisait 100 km, il faisait 100 km de nage avec courant et il fait 20 contre courant. Ouais, bah, non, j'ai pas mémoire. À l'époque, 1938, a beaucoup écrit sur mon site internet. J'ai fait le boulevard de mon père dans le Nil. 1938, Ali.Kamel12. Je vais regarder. Regardez ce qu'on avait dans le Nil à l'époque. Bon. Bien. Je vous remercie, moi, qui ai une ultime question, mais sinon, merci. Une question encore. Allez-y. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Si j'ai bien compris, en fait... Vous pouvez juste vous présenter, comme il disait, c'est... Michel Felicon, je suis comédien. D'accord. Comment ça s'appelle? Est-ce que on reste dans l'esprit d'aventure? Si je crée une pièce, donc, créer une pièce, c'est l'écrire, c'est après rechercher un théâtre, pareil, lutter contre des difficultés qui vont être très réelles. Est-ce que je suis dans l'esprit d'aventure? Vous y êtes, je vais vous dire. D'abord, c'est une aventure. Conventionnellement, c'est déjà une aventure. Pour moi, en quelque sorte théoricien de l'esprit d'aventure, pour moi, il y a 4 valeurs, au sens grec d'arrêter, excellence des choses, qui peuvent le définir. Le goût de la liberté. Vous faites ça, j'imagine, parce que ça vous plaît d'être libre.
Le désir de connaissance, qui fait qu'on est être instruit pour être libre aussi, ça va de pair, de la connaissance, bon, parce que vous avez envie peut-être de transmettre quelque chose, ou non. La capacité au non-conformisme, bon, si vous faites une pièce qui a été faite 3000 fois, on ne sera peut-être pas dedans, mais si c'est une pièce tout à fait nouvelle, on va être dedans. Oui, c'est vrai. Et ensuite, la capacité au risque, ce qui visiblement est le cas. À mes yeux, toute activité humaine qui rassemble ces 4 valeurs d'excellence sont dans l'esprit d'aventure. Et c'est pour ça que je pense que autant l'aventure est réservée certainement aux aventuriers, aux gens qui veulent faire de l'aventure, autant l'esprit d'aventure, c'est la valeur démocratique la plus importante et la plus simple qui existe, parce que n'importe qui peut s'en emparer, et elle peut souffler sur toutes les activités humaines. Donc, si vous êtes comédien, que vous êtes en train de monter une pièce, j'ai le sentiment que vous êtes dans l'esprit d'aventure, parce que voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est souvent les cas d'un éditeur. Et vous savez, je crois profondément à ce que l'esprit d'aventure, c'est pas réservé à une élite. C'est vraiment pour tous ceux qui souhaitent s'en emparer, en se disant, voilà, les 4 choses qui importent pour moi: connaître, être libre, ne pas être conforme, et être capable de prendre des risques. Voilà. Si à ça, on peut même trouver des banquiers avec l'esprit d'aventure. Je ne l'ai pas encore rencontré. Je n'en ai pas encore rencontré, mais après tout, pourquoi pas? Ça serait même souhaitable. Je voudrais ajouter un petit mot. Oui, Gérard. Je sais que quand on parle avec des gens qui ont un certain âge, il y a toujours cette tendance à dire que bon, bah, c'était chouette à tel moment, etc. Très franchement, moi j'ai connu la période de la guerre d'Algérie. C'était pas particulièrement drôle, particulièrement pour ceux qui étaient pourchassés. Il n'y a pas si longtemps, on mourait très jeune, 30 ans. Une femme à 25 ans, c'était quelque chose qui était fini. Les maladies pullulaient. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une espérance de vie qui fait 25 ans de plus qu'avant. En somme, en échange, disons, de la masse de mots nouveaux, il ne faut jamais oublier la masse de ceux qu'on a abandonnés parce que le progrès, la médecine, le regard se sont modifiés, etc. Et je pense que l'avenir, il est extrêmement intéressant. Et quant au passé, je l'aime aussi parce que le vrai voyageur, son bagage le plus léger, c'est le savoir. C'est avec ça qu'on se promène de façon vraiment intéressante dans le monde, en sachant ce qui s'est passé avant et en essayant d'apporter sa pierre et de se faire un regard qui porte quelque chose. Et parce que finalement, les voyageurs qui ont écrit quelque chose d'intéressant, c'est le regard qui compte, beaucoup plus que ce qu'ils ont regardé. Voilà, merci. Merci, mon cher camarade Gérard. Et on retombe sur l'esprit d'aventure. C'est le regard qui compte et pas ce que l'on regarde. Très jolie chute. Merci à tous. Je crois qu'on va pouvoir partager un verre.